Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Minecraft. Bah non, hein, c'est du C++ toujours, hein, c'est marqué dans le titre. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment travailler avec des fonctions et même vous présenter les fonctions. C'est peut-être le premier langage de programmation que vous faites, le C++. Et on va revenir un petit peu dans le détail sur tout ça. Alors une fonction, ça va nous permettre, ce que vous allez avoir bien évidemment avec l'expérience, la pratique, de plus en plus de code, de quantité de code, et vous serez peut-être même amené, que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou professionnel, à travailler à plusieurs et à travailler sur différentes parties tout un projet, une application. Voilà, on n'est pas forcément tout seul et on n'a pas forcément d'ailleurs accès à la totalité du code et de toutes les responsabilités propres à un projet. Pour cela, on va avoir besoin d'organiser ça dans plusieurs fichiers, dans plusieurs, voilà, avoir une certaine hiérarchie pour notre projet. Ça c'est quelque chose que nous verrons un petit peu plus tard. Mais on va aussi très souvent avoir besoin d'écrire du code, d'écrire des algorithmes qui vont être utilisés plusieurs fois, d'accord, de manière récurrente dans un programme. Et pour cela, on va pouvoir factoriser en fait un certain ensemble de codes, donc ce sont un ensemble d'instructions au sein d'un même bloc qui produira ce que l'on appelle une fonction. Et on va voir un petit peu comment cela fonctionne. Alors une fonction, vous en avez déjà utilisé, on en a vu quand même quelques-unes, même si on a en réalité plutôt abordé des méthodes, mais vous verrez que c'est quasiment la même chose. On avait par exemple, quand on a fait de la saisie utilisateur, si vous vous souvenez, on avait fait usage, alors je vais le mettre en commentaire, parce que je ne vais pas m'amuser à réécrire le code vu précédent, mais on avait utilisé des choses comme getLine, on avait utilisé sur cin notamment des méthodes comme ignore, on avait utilisé good, fail, voilà ce genre de choses, si vous vous souvenez un petit peu. Et ce sont des méthodes, donc des méthodes, on vous verrez plus tard, que ce sont en fait des fonctions qui sont à l'intérieur d'une classe, donc ça c'est tout à fait la même chose, hein, c'est une fonction mais qui est dans une classe, et bien rassemble du code pour pouvoir réaliser un certain traitement, un certain ensemble d'opérations. Et comme vous voyez, elles ont un rôle bien précis, souvent identifié par leur nom, donc leur identificateur, et ce qui permet de savoir un peu à quoi elles servent. Donc quand vous allez consulter une documentation, que ce soit pour un code divers, pour des conteneurs, pour des collections propres, on va dire natifs au langage, voire même utiliser une bibliothèque développée par une personne tierce, et bien à ce moment-là, dans la documentation, ce qui va vous intéresser, c'est cela. Ce sont justement les fonctions, les méthodes, les classes que vous allez pouvoir utiliser pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec et comment surtout vous en servir. Donc c'est un petit peu tout ça que nous pourrons voir. Alors petit exemple très simple, je vais en montrer par exemple un qu'on n'a pas forcément vu avant mais qu'on verra de toute façon par la suite, par exemple sur les chaînes de caractères, donc je vais inclure ici, et on sait par la suite que pour une chaîne de caractères, nous pouvons par exemple récupérer sa longueur. Donc là si je retape un petit Hello World ici, voilà, je peux récupérer la longueur de cette chaîne grâce à une des méthodes des chaînes de caractères en C++, qui est tout simplement la méthode length. Donc c'est souvent, comme vous l'aviez remarqué lors de l'appel, identifié par des opérateurs, donc des parenthèses, qui permettent de voir en fait que nous avons cet appel qui est effectué à la fonction, ou la méthode, peu importe. À partir de là, je vais faire une petite compilation, G++, std, alors là je vais passer à C++20, parce que j'ai mis à jour mon compilateur entre temps, on avait fait 17 sur les autres vidéos, après à vous d'adapter selon la version du compilateur que vous utilisez, bien sûr que vous pouvez avoir récent MUC. Voilà. Et ici, donc, nous avons la longueur de la chaîne qui est retournée. Donc l'usage de fonctions, l'appel à des fonctions, l'appel à des méthodes, c'est quelque chose que vous ferez très régulièrement en programmation. L'intérêt de cette vidéo, maintenant que vous savez un peu plus ce qu'est une fonction et comment en utiliser, notamment avec ce que nous avions déjà fait précédemment, c'est de voir comment nous allons pouvoir en créer. Parce qu'on ne va pas se contenter bien sûr des fonctions d'un langage ou des fonctions faites par d'autres personnes. S'il y a bien d'autres personnes qui peuvent créer des bibliothèques, c'est bien que vous pouvez, vous en tant que développeur aussi, écrire vos propres fonctions et rajouter finalement des fonctionnalités que vous pourrez utiliser ensuite dans vos programmes et même pourquoi pas créer votre propre bibliothèque tant qu'à faire par la suite avec l'expérience que vous allez accumuler. Pour cela, une fonction va obéir à certaines règles assez simples. On va avoir besoin donc finalement de la signature de notre fonction, ou un petit peu en fait ce qui va permettre d'avoir toutes les informations, pour être assez précis, sur la fonction en elle-même. La première chose qu'il nous faut, donc je vais la placer ici, on verra, on parlera de tout ce qui est prototype peut-être un peu plus tard, j'en parlerai pas forcément là, ce qui nous permettra notamment d'avoir une organisation du code un peu plus flexible, mais je garderai ça peut-être pour une prochaine séance quand on abordera l'utilisation de plusieurs fichiers pour écrire notre programme. Donc vous allez choisir le nom, donc qui sera l'identificateur de votre fonction en elle-même. Moi je vais pas faire grand chose, je vais juste faire genre une fonction qui dit hello world, donc print hello world, et ensuite les fameuses parenthèses, et après on verra. On peut avoir besoin
si nécessaire bien sûr de paramètres à cette fonction, donc ce n'est pas obligatoire. Vous voyez que là, ici la fonction main, hein, qui est le point d'entrée de notre programme, n'a pas de paramètres, en tout cas on n'utilise pas ici par rapport à ce que nous faisons, donc aucun paramètre n'est nécessaire. Donc si vous n'avez pas besoin de paramètres, vous laissez les parenthèses vides et vous ne mettez pas de void, attention on est en C++ et pas en C. Par contre si vous avez besoin de paramètres, vous pouvez renseigner en fait les types des paramètres nécessaires au fonctionnement de celle-ci, d'accord, ce qu'elle peut avoir besoin. Donc moi par exemple, on peut considérer qu'on veut afficher un hello world, donc on sait déjà ce qu'on va afficher, alors c'est une fonction très simple, donc on ne va rien demander en particulier. Très bien. Alors je vais ouvrir les accolades et non pas décrocher. Et pour terminer, alors même si ça ne rentre pas dans le cadre, vous verrez par la suite quand on va voir quand on va parler de surcharge de fonction, de ce qui permet ensuite au compilateur de faire le choix de la bonne fonction, mais on va avoir besoin ici d'un type de retour. Le type de retour permet de savoir si la fonction renvoie quelque chose ou pas. Historiquement d'ailleurs, une fonction qui ne renvoyait pas de résultat, hein, qui ne quittait pas en renvoyant une information, était appelée une procédure, donc c'est un terme que vous pouvez encore retrouver. Aujourd'hui on fait beaucoup moins la différence, parce qu'on considère une fonction qui renvoie bien, qui ne renvoie rien, je vais y arriver, on l'appelle une fonction aussi, ce n'est pas bien grave, mais sachez qu'il y avait bien une différence historique à l'époque, où une procédure ne renvoyait pas de résultat, et une fonction si, on faisait bien la différence. Donc ici, si ma fonction ne doit rien renvoyer, je dois quand même l'indiquer. Je dois indiquer pour aider le compilateur de savoir que rien ne doit être renvoyé comme résultat. Et j'utiliserai cette fois-ci effectivement le mot-clé void. Sinon, j'utiliserai tout autre type en fonction de l'information que je veux renvoyer. Donc dans notre exemple, on ne veut rien renvoyer, donc void suffit. Donc la fonction, comme vous voyez, est très simple, très courte à écrire. Et ensuite, le fameux code que je faisais, notamment avec un hello world, alors ça je peux l'enlever de toute façon. Hop. Ça, je pense pas qu'on en ait besoin, on verra. Je le remettrai. Un petit hello world. Et voilà le corps de la fonction. Donc ceci, même si par la suite nous verrons comment le placer éventuellement dans d'autres fichiers, maintenant permet au compilateur de savoir qu'il existe cette fonction. D'accord, une fois qu'il a ce... Alors en plus de là, nous avons la définition et l'implémentation de celle-ci, puisqu'on a le code de cette fonction. Et maintenant, vous allez pouvoir l'appeler plusieurs fois. Encore une fois, l'inconvénient de ne pas utiliser des fonctions, ce serait de répéter à chaque fois le code que nous avons ici. Alors là, nous n'avons qu'une seule ligne, donc on peut se dire que ce ne serait pas très gênant de répéter finalement la répétition d'une seule ligne de code, mais vous comprenez bien par la suite qu'une fonction pourra avoir quand même plusieurs lignes de code, et l'avantage bien sûr, c'est d'avoir quelque chose de dynamique, donc qui évite la répétition de code, le fait que vous puissiez réutiliser votre fonction dans un même projet, voire même dans un autre projet, mais aussi le côté dynamique avec les paramètres. C'est-à-dire que par exemple, en fonction des paramètres que vous lui passez, eh bien, la fonction pourra avoir un traitement, ou en tout cas afficher, ou traiter les informations différemment. On pourra vous montrer un petit exemple juste après si vous voulez. Donc là, l'appel en lui-même est très simple. J'indique le nom de la fonction, qui est son identificateur. Ici, elle ne prend pas, elle n'attend aucun paramètre, donc je n'indique pas les arguments. Alors la différence, pareil, pour la petite info, c'est quand on parle ici au niveau de la définition, on parle de paramètres, voilà, c'est-à-dire ce qu'attend la fonction. Et ensuite, quand on fait l'appel, ce qu'on envoie à la fonction que l'on appelle, on parle d'arguments. Et pareil, si vous confondez un peu les deux, ce n'est pas bien grave, mais c'est plus pour être un maximum rigoureux, en tout cas sur les termes en informatique. Et je n'oublie pas bien sûr le point virgule pour terminer l'instruction. Donc maintenant, si je veux pouvoir la réutiliser plus tard ailleurs dans du code, alors on peut imaginer qu'on pourrait avoir un peu d'autres codes par la suite, et bien à tout moment je peux faire un nouveau appel à cette fonction et je n'ai plus qu'à l'appeler directement pour pouvoir réexécuter son code. Donc c'est là tout l'intérêt bien sûr de ça. Donc on va recompiler rapidement et vous voyez que je peux répéter l'information. Gros avantage aussi, le jour où je veux changer le code de ma fonction ici, je n'ai qu'à le faire dans celle-ci. Si nous avions, imaginons, fait un code sans cette fonction, par exemple cet exemple-là, le jour où je veux changer ce texte par un texte en français, vous voyez que je dois modifier toutes les occurrences où cela apparaît. Et si c'est dans d'autres projets, c'est la même chose aussi. L'avantage encore une fois de passer par cela, c'est de pouvoir faire le changement ici, et automatiquement que le changement soit répercuté partout. Donc là, à nouveau une petite compilation, et en réexécutant, voilà ce que nous avons. Donc c'est bien sûr tout l'intérêt ici de cet usage-là. Voyons un autre cas rapide avant de passer à la suite avec l'usage notamment de paramètres. On va prendre un exemple, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à prendre cet exemple en programmation. Un exemple par exemple pour faire une somme de deux nombres entiers tout simplement et pas plus, juste deux nombres entiers. Le but c'est de pouvoir, on va faire un traitement différent, de dire en fait nous avons deux nombres. Alors je peux passer par des variables ou non, on va le faire d'ailleurs en premier appel avec des valeurs brutes directement, en disant tu me fais la somme de 14 plus 7, et ensuite je vais appeler, on va utiliser auto, changer un peu, prendre l'habitude, hop, que vous ayez l'habitude de voir ce mot-clé. On va indiquer 5, et après on peut faire 9, voilà.
Et ensuite derrière, on refait appel de somme pour les deux là. Alors bien sûr il faudra un résultat, mais ça on le verra un petit peu après. Je vais bien sûr l'adapter. Ici, je vais écrire ma fonction somme. On voit qu'elle attend visiblement deux nombres. D'accord. Alors je vais les indiquer tel quel, moi je veux des entiers. Donc, je vais mettre des noms ici. Les accolades. Et elle va retourner le résultat, mais comme c'est une somme d'entiers, je veux qu'elle me retourne un entier, je veux pas qu'elle me retourne quelque chose de plus grand. Alors bien sûr, je vais pas faire des vérifications de sécurité pour être sûr que là, nous n'ayons pas un trop gros entier ou autre, hein, d'accord, que ça ne déborde pas. Ça, ce sera à vous de faire par la suite. C'est, encore une fois, pour l'exemple, on se contentera de ça. Et ici, après, on ferait bêtement, donc là, ça tient encore une fois en une seule ligne de code, un petit A plus B. Petite information aussi que je voulais montrer, vous voyez que là je n'ai pas forcément le même nom. On va parler de portée de variable un petit peu après. Et vous voyez que là, même si les variables dans la fonction main s'appellent n et m et qu'ici j'ai indiqué a et b, ça n'a absolument aucune incidence. Considérez, on va revenir un peu en détail là-dessus après, que là nous avons une portée, d'accord, c'est un espace en fait propre à lui, et ici nous avons un espace aussi qui est personnel. Donc ce que vous allez créer comme variable dans cet espace ne sera pas disponible ici, et inversement. Par contre, le passage d'une fonction à l'autre, notamment au travers des arguments, permet d'envoyer quelque chose. Et ici, le return, qui permet de renvoyer un résultat, va permettre justement de le récupérer à l'endroit où nous l'avons appelé. Alors comment cela fonctionne? Eh bien en fait, ce résultat-là, il va être envoyé en retour de l'appel à cette fonction. Donc ici, considérez en fait voilà, qu'on va le renvoyer par là. D'accord? On va envoyer le résultat. Je schématise un petit peu comment ça se représente. Et pour cela, si on veut récupérer le résultat d'une fonction, ce n'est pas obligatoire d'ailleurs, hein. Une fonction peut renvoyer un résultat, mais vous n'avez aucune obligation de le récupérer. Et bien pour cela, on passera par voilà, une autre variable. Et ici, je vais faire un auto result to, voilà, et la somme. Donc on a ici et le deuxième ensuite. Un petit peu la différence. On recompile, on exécute, et on a bien la somme de 14 plus 7 qui donne bien 21, et la somme de 9 plus 5 qui donne bien 14. Donc vous voyez, soit je passe des valeurs en dur, soit bien sûr je passe des variables, ça n'a aucun problème, aucune difficulté avec ça. Ce serait la même chose d'ailleurs avec une fonction qui existe déjà en C++ ou d'une bibliothèque tierce, ça fonctionnerait pareil, et vous voyez que le code fait très bien son travail à ce niveau-là. L'avantage aussi, par la suite, si je veux par exemple rajouter des vérifications pour être sûr en fait qu'on n'ait pas un débordement à la fin dans le résultat, pas du fait que je renvoie un entier, on peut faire tout un tas de vérifications et encore une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, ça viendra automatiquement se répercuter à l'usage qui est fait lors des appels à cette fonction. Donc on va pas besoin de modifier ensuite ce code là normalement, on peut mettre à jour cette fonction, lui ajouter des choses en plus et ça viendra automatiquement se mettre à jour, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc pour revenir sur cette petite portée, parce que ça c'est souvent un problème de beaucoup de gens, encore une fois, si je crée, considérez que vous voyez ici au début de cette accolade, vous avez le début de vie si vous voulez de cette fonction, et ensuite l'accolade fermante c'est la fin de vie de cette fonction. Toutes les variables ici qu'on a pu déclarer, donc result1, n, m et result2, vont être détruites à la fin de la fonction main. De même ici, toutes variables qui seraient éventuellement déclarées dans cette fonction seront détruites à la fin. Donc en l'occurrence ici, notamment quand on fait le return, parce que si je fais un code juste après, ici, bien évidemment, il ne sera jamais vu. Petite compilation à nouveau, et vous voyez que jamais une seule fois on affiche, parce que dès lors où on fait un return, on quitte la fonction, tout est détruit, donc ce qui se passe après en fait sera ignoré. Donc logiquement, sauf bien sûr si votre return est dans une condition, si vous avez du code après un return comme ça qui est en dehors de toute condition, boucle, etc., ce sera toujours ignoré, donc ça n'a pas de sens à ce niveau-là. Voilà. Donc là, si je crée une variable cette fois-ci, n, et que même si je m'amuse à faire ça, d'accord, cette variable n'est pas la même que celle-ci. Ok, j'ai utilisé le même identificateur pour celle-ci, mais elles ont une portée chacune. Donc au niveau de la mémoire en lui-même, de l'ordinateur, au niveau de la mémoire, cette variable n'est pas au même endroit, au même emplacement que celle-ci. Même si je stocke et que je mémorise la même information, au final, ce ne sont pas les mêmes. Donc attention à ce niveau-là. C'est pour ça que pour passer une information finalement d'une portée à une autre, donc d'une fonction à une autre, eh bien il faut passer lors de l'appel par les arguments, et ici dans la fonction qui a été appelée, eh bien renvoyer ça avec l'instruction return, comme vous le voyez ici qui fonctionne très bien. Voilà, c'est une des possibilités que nous avons ici. Ok, je vous ai parlé de la portée, je pense qu'on a fait le tour. Alors ce serait aussi, je peux le montrer, c'est pas, ça ne concerne pas directement les fonctions. Si par exemple j'ouvrais un jeu d'accolade ici, ce serait exactement la même chose.
Ici, on est dans une nouvelle portée. Donc si je m'amuse à créer... Oula, syntaxe, attention, pas tout mélanger non plus. Cette variable-là, elle n'existe que dans cette portée-là. Elle n'existe forcément pas ailleurs. Et pareil, certaines variables créées dans une autre portée ne seraient pas accessibles dans ce contexte-là. D'accord? Donc faites attention, généralement quand vous voyez des accolades, de penser à ces histoires de portée. Comme si vous étiez en fait, vous voyez, ça fait un conteneur, et finalement, chaque chose est dans son conteneur, et donc n'est pas forcément accessible d'un côté et de l'autre. Même si nous allons parler des références, et voir qu'il y a une petite particularité à ce niveau-là. Voilà pour, justement, l'usage de notre fonction ici. Là, ce que nous avons fait, vous voyez, quand on a en fait une fonction et qu'on demande des paramètres, on effectue une copie. Parce que on pourrait penser directement quand on voit ce code-là, alors je vais en enlever un peu, je vais enlever ce dernier. Voilà, on va rester au plus simple. Vous voyez ce code-là. On pourrait penser que ce 14, ce 7, je les ai effectivement transmis, d'accord, à cette fonction. C'est-à-dire que par exemple, ces données qui sont en mémoire, si on parle un peu plus technique, eh bien, cette fonction, quand elle parle de A et B, certes le nom a changé, mais ça fait référence aux mêmes emplacements mémoire, donc aux mêmes informations. Et en réalité, ce n'est pas le cas dans ce contexte précis. On a une copie qui est réalisée. C'est-à-dire qu'ici, on va demander ces deux paramètres, on demande deux entiers, et bien évidemment, quand on renvoie ces valeurs, ça va créer deux variables. D'accord ? Donc ici, quand vous voyez ça comme paramètre, ça a déclaré une variable A et une variable B, et ça les a initialisées avec les valeurs transmises lors de l'appel à la fonction. Donc A est initialisé à 14 et A à 7. Donc c'est comme si, encore une fois, nous avions en fait directement ceci. Donc par exemple, la valeur transmise lors de l'appel, et qu'on aurait pareil pour B. Et à partir de là, forcément, le calcul va changer. En fonction de ce que j'envoie, on comprend bien que le résultat sera différent. Donc la fonction fait bien son travail de faire la somme de deux entiers. C'est un passage par valeur, d'accord? C'est-à-dire qu'on transmet simplement une valeur, et ici le compilateur va faire une copie des variables. Alors ça ne pose pas de problème pour les données dites primitives, c'est-à-dire les entiers, les nombres à virgule flottantes, les types, on va dire comme ça, standards que l'on connaît de C++. Ça ne pose pas de problème, et d'ailleurs, les compilateurs sont suffisamment évolués pour faire toutes les optimisations nécessaires à cela, c'est leur travail, hein. C'est pour ça qu'on développe des compilateurs de plus en plus sophistiqués, c'est pour faire toutes les micro-optimisations nécessaires pour accélérer la compilation, accélérer l'exécution et avoir tout ce qu'il faut en termes de déduction d'informations, de prédiction. Voilà, c'est le rôle du compilateur, ce n'est pas vous en tant que développeur, vous n'êtes pas la machine, de vous occuper de ça. Par contre, quand on voudra par la suite manipuler des données un peu plus importantes, imaginons dans un jeu vidéo, je veux manipuler des combattants, je veux manipuler par exemple des chariots, des véhicules, carrément des propriétés, d'accord, des maisons, des instances, voilà, des choses beaucoup plus grosses, des quantités d'informations beaucoup plus grandes, on va évidemment éviter de faire de la copie. Alors ça peut être le cas aussi d'un ensemble d'informations, du style une liste de joueurs sur la Coupe du Monde de football. Voilà, on va enregistrer la liste des équipes. On va pas forcément s'amuser à chaque fois qu'on fait appel à la fonction à tout copier. Ça ferait beaucoup d'informations. Et donc pour ça, au lieu de faire un passage par valeur, on fera un passage par référence. Et c'est le moment pour justement d'aborder ensemble les références et de voir ce que c'est. Une référence, d'abord, ce que ça n'est pas un pointeur. Je m'adresse à ceux qui viendraient du langage C. Une référence n'est pas un pointeur. Un pointeur, on peut le manipuler, on peut même changer ce sur quoi il pointe. D'accord ? On peut faire tout un tas de manipulations bien diverses avec un pointeur. Il y a beaucoup plus de flexibilité et en tout cas son rôle est bien différent. Une référence, c'est un alias. C'est-à-dire qu'on dit, je crée une référence et elle fait, justement, d'où son nom, référence à cette variable. Ça ne changera pas, d'accord? Durant toute la durée de vie de la référence, elle aura un alias sur la même information, tout le temps. Forcément aussi, on ne peut pas créer une référence qui serait vide, qui serait nulle, d'accord? Une référence, en fait, qui ne fait référence à rien. Ça n'aurait pas de sens. Là où un pointeur pourrait être un pointeur nul, ça ne pose pas de problème. C'est pour ça, ne tombez pas dans le piège, comme souvent les débutants le pensent, de penser qu'un pointeur, finalement, c'est comme une référence, donc on aurait tendance à se demander pourquoi avoir inventé les deux, finalement. Pourquoi ne pas se contenter de pointeurs et pourquoi avoir inventé les références? On est sur deux choses différentes. Pour faire une référence, il faut forcément pouvoir faire référence à quelque chose. Donc je peux effectivement déclarer ma variable, ça il n'y a pas de problème, et ensuite faire une référence en utilisant le et commercial ou l'esperluette. Alors je ne vais pas lui mettre le même nom, ça va pas être pratique, je vais faire refn, et ensuite vous lui indiquez ça fait référence à quoi, d'accord? Et là, si je fais un petit stdcout de n,
Alors je vais recopier un, on va pas s'embêter à tout taper à la main. J'aime bien taper, mais voilà, gagner un peu de temps. Ici je le note tel quel, alors du coup ça ne sert à rien pour le moment. Et on va avoir une différence. Voilà, nous avons un alias. Vous voyez que pas une seule fois ici je mets un et commercial, je mets une astérisque, un astérisque, ce n'est pas un pointeur, encore une fois c'est une référence. La seule différence, c'est que vous indiquez un et commercial devant l'identificateur, donc le nom de votre variable en fait, et ensuite vous lui mettez comme valeur, vous devez l'initialiser forcément à quelque chose. Vous ne pouvez pas l'initialiser à rien, il faut que ça fasse référence à une information, donc à une autre variable, obligatoirement. Et ça le sera toujours. Je ne peux pas à un moment donné changer en fait à quoi fait référence cette information. Elle fera toujours référence ici à n, donc qui vaut 15. Donc si à un moment donné n devient 28, on peut se poser la question, est-ce que finalement le résultat à la référence donne 28 aussi? Parce qu'après tout, c'est censé toujours faire référence à cela, on pourrait penser que ça change. Et comme vous le voyez, le résultat est bien le même. D'accord? C'est vraiment un alias, un raccourci. C'est une autre variable en fait pour accéder à la même information. Mais ce n'est pas un pointeur. Très important de bien faire la différence à ces deux-là. L'usage de ces références, maintenant pour les fonctions, va être bien pratique. Là, bon, nous avons des données, comme je vous l'avais dit, qui ne sont pas très très grandes. Hein. On devrait laisser normalement des entiers avec un passage par valeur pour faire de la copie. Mais pour l'exemple, on va utiliser des références pour dire, tout simplement, je passe par référence. Alors c'est pareil, hein, comme pour les pointeurs, le commercial, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là. Si vous qui voyez, moi généralement, je le mets plutôt là. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez, des gens même qui les mettent comme ça, espacés. Voilà, pour dire en fait, c'est une référence, voilà, vers un entier. Donc ici, B est une référence sur un entier et A est une référence sur un entier. D'accord? Et ici, ce que je peux faire, alors on va remettre ce que j'avais. On va faire... là, on va créer les deux. Hein. Voilà. Alors, comme ça, on aura les deux affichages à chaque fois. Et ensuite, ici, le but, alors ce n'est pas de faire ça, c'est plutôt de faire set number. C'est un peu bizarre comme... Je vais faire juste un void, donc on va rien renvoyer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est changer A par, alors bien sûr, moins plus, oui, on est en train de faire un truc, moins plus égal, on est en train d'inventer un opérateur, ok, 6 par exemple, et B plus égal 2, voilà, quelque chose comme ça. Je vais faire ça, je set les nombres n, m, donc je les passe tels quels, vous voyez ici, pas besoin d'indiquer quoi que ce soit, puisque ici, il va en fait les capturer par référence, il va y avoir un passage par référence. Et là, l'intérêt, ici, cette fois-ci, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué sur la portée des données, c'est que là, effectivement, on a fait 5 moins 6, bien moins 1, et 8 plus 2, 10. Ça a changé les informations ici. Parce que là, nous faisions référence aux variables ici. Donc en modifiant, bien évidemment, les références, forcément, ça va modifier les variables d'origine. Donc là, on retrouve la même fonctionnalité que les pointeurs. D'accord? Si vous faites utiliser des pointeurs en langage C, quand vous remplacez ça par des pointeurs et que vous modifiez en mettant petit astérisque, ça va modifier évidemment la donnée telle qu'elle est en mémoire. Donc ça va vraiment se passer ici et non pas sur la copie. Sans référence, si je faisais ça, et bien là de toute façon on peut voir la différence. Pourquoi en fait je ne vois pas de modification? Tout simplement parce que j'ai effectivement changé la valeur, d'accord? J'ai affecté une nouvelle valeur aux variables, mais je l'ai fait dans leur copie. Donc dans A et B qui sont des copies de ces variables-là. Donc une fois qu'on a quitté la fonction ici setNumbers, ces copies en fait qui ont été modifiées, hein, qui sont A qui est passé à qui a été soustrait de 6 et B où on a ajouté 2, elles sont détruites. Donc j'ai pas touché à N et M et ces valeurs-là n'auront pas changé. Donc ça, si vous avez compris toutes ces choses-là sur les références, sur la portée des variables, ça va énormément vous aider. C'est généralement un gros blocage de pas mal de gens quand ils abordent les fonctions, tout ce qui est modularité, etc. en programmation. Il faut bien comprendre que il n'y a pas de complexité là-dedans. Voilà, il faut bien comprendre comment cela fonctionne, bien comprendre l'histoire des portées, et bien comprendre aussi qu'une référence n'est pas un pointeur, et ça se passera très très bien pour la suite. Voilà, alors on continue, on va avancer sur d'autres choses, qui a encore pas mal de choses à voir, hein. Ça va être une vidéo assez conséquente ici, sur de la surcharge de fonctions. La surcharge de fonctions, c'est la possibilité en fait de fournir plusieurs signatures, si vous voulez, de notre fonction, d'accord?
Donc attention, ça ne prendra pas en compte le retour, le type de retour, ça n'en fait pas partie, il n'est pas en fait pris en compte pour que le compilateur détermine quelle fonction appeler, mais l'identificateur et les types et le nombre, forcément, la liste en fait des paramètres, que je ne me trompe pas, qui sont attendus. Comment on peut faire ça? Par exemple, ici la possibilité de faire... Alors je peux faire directement... Je vais faire une fonction comme ça qui affichera en fait la somme directement pour éviter de le renvoyer pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Je lui passe des entiers, d'accord? Et à un moment donné, je veux pouvoir utiliser la même fonction, mais cette fois-ci pouvoir lui passer des nombres à virgule flottantes. Et ça, le problème, c'est que si je m'amuse à écrire ceci, donc je vais dire A et B, ok, en faisant donc finalement la somme. Donc je fais un std cout de A plus B, voilà, pour dire pourquoi pas. Le problème, et je pense que certains qui ont un petit peu l'habitude maintenant auront très vite vu où est le souci, c'est que je vais avoir ça. Dans ce cas de figure, ma fonction attend deux entiers. Ici, elle voit bien qu'elle a deux entiers, elle fait la somme qu'elle affiche. Elle affiche en fait la somme même, elle ne fait pas la somme avant, elle affiche la somme des deux nombres, pas de problème. Ici, on traite l'information, on a eu du bol, un nombre à virgule flottante peut être tronqué, d'accord, pour ne garder que la partie entière. C'est ce qui s'est passé, et du coup, on a eu la somme de 6 plus 10 qui nous donne 16, mais dommage, nous on voulait des nombres à virgule flottante, et donc que la partie décimale soit prise en compte. Comment faire ça? Bon, on peut éventuellement tenter de changer tout par cela. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément une version pour les entiers, d'accord? Vous comprenez qu'on ne peut pas se contenter de faire une version comme ça qui est possible partout. Pour cela, on va donc faire de la surcharge de fonction. On va reprendre la même fonction. Alors après, bien sûr, on pourra avoir d'autres codes, d'autres vérifications, mais moi, c'est encore une fois un exemple très simple, avec le même nom, même identificateur, mais pas forcément la même liste de paramètres et ou le même type de paramètres. Et là, on pourra passer ceci comme ça. Et d'ailleurs, là, on pourra... Même à la rigueur, bon, faire float, on va faire une précision simple, on va pas s'embêter. Et par exemple, ici, comme ça, j'indique vraiment, voilà, avec le petit suffixe que nous avions vu précédemment, que nous avons bien des nombres flottants. Et comme ça, on peut traiter l'information telle qu'elle. Et là, bien sûr, avec compilation, on va avoir la partie décimale qui aura été prise en compte. Donc ça change tout. Donc ça, très important. Vous écrivez, encore une fois, ne prenez pas en compte le type de retour. C'est-à-dire que si j'ai là, par exemple, je fais ceci, et que ici, je fais ça, le compilateur ne pourra pas déterminer laquelle utiliser. D'accord? Ça ne fonctionne pas puisque le type de retour n'est pas pris en compte dans la déduction justement de la bonne méthode surchargée à appeler. Donc considérez juste cette partie-là et jamais le type de retour pour la surcharge de fonction en C++. Voilà, je vais remettre comme c'était. C'est magnifique. Voilà. Et là, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. On verra par la suite, comme je l'ai dit, ouais, pour parler de prototype. Un prototype, qu'est-ce que c'est pour faire court? C'est de prendre ce qu'on a aussi au niveau de la signature, d'ajouter un point virgule. L'avantage, c'est qu'à ce stade, une fois que le compilateur a rencontré cette ligne, il a donc enregistré l'information, il sait qu'il y a une fonction qui s'appelle printSum, qui prend deux paramètres qui sont des entiers et qui ne renvoient rien, et à partir de là, l'implémentation en elle-même, je peux la mettre n'importe où, tant qu'il a bien sûr information de ça. Si, en revanche, le prototype était mis après ou qu'il n'y en a pas, et que par exemple je veux appeler une fonction avant même qu'elle soit connue du compilateur, vous aurez une erreur, comme quoi la fonction n'est pas définie, donc il ne la connaît pas, il n'a pas connaissance de celle-ci. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur les prototypes, sur une autre vidéo, comme je vous l'ai dit, quand on fera un peu de programmation dans plusieurs fichiers. On verra ça un peu ensemble par la suite, peut-être même la prochaine séance, on regardera tout ça. Donc on reviendra sur ces éléments-là. Pour finir, sachant qu'on a bien une demi-heure de vidéo ici, mais pour terminer cette séance, nous allons parler d'une fonctionnalité bien pratique qui parlera à d'autres personnes, ceux qui font du JavaScript, ceux qui travaillent avec le paradigme fonctionnel notamment aussi, avec une lambda, d'accord, une expression lambda. Donc en fait c'est une fonction anonyme qui n'aura pas forcément de nom, qui peut être très courte, on peut faire ça par exemple sur une seule ligne, et on peut même par la suite l'affecter à une variable et s'en servir telle quelle, et ça peut même servir comme une fonction de rappel. Par exemple, alors je ne vais pas forcément montrer l'exemple, on verra, mais vous créez une fonction qui demande dans ses paramètres une fonction, d'accord, une autre, qui permet par exemple de, on s'en sert beaucoup dans tout ce qui est tri, par exemple on veut trier des informations, et autant bon trier des entiers, trier des chaînes, ça va, on sait faire, par contre si demain il faut trier des salariés, trier, je sais pas moi, des voitures, vous comprenez que là, les choix arbitraires à choisir pour effectuer le tri vont être forcément différents,
Et à ce moment-là, il faudra peut-être une fonction pour dire comment on compare des voitures, comment on compare des salariés, sur quels critères. Et donc, on peut avoir besoin d'une fonction de rappel, et c'est là que ça peut être utile. Alors voyons, parce que la syntaxe va être assez déroutant, je m'attends d'avance à ce que ça pose peut-être problème à certains au niveau de la syntaxe. C'est d'ailleurs souvent ce qui est un blocage aussi chez les gens avec C++, la syntaxe qui peut paraître un petit peu compliquée au départ, mais c'est comme tout, c'est un langage, hein, donc il faut s'habituer, il faut l'utiliser, la pratiquer, et après ça ira tout seul. La syntaxe que nous allons retrouver est la suivante. Alors je vais vous la mettre en commentaire pour vous montrer tout simplement la différence. Hop. Nous allons avoir une classe de capture pour commencer. Alors je vais même éviter le terme classe qui pourrait être un peu confus avec les classes que nous verrons en C++ par la suite. On va parler de zone, de zone de capture, de classe de capture, d'accord, dans ces crochets-là. Ensuite nous allons avoir les parenthèses, comme les paramètres en fait habituels d'une fonction, ce que nous avons vu précédemment. Ensuite nous aurons éventuellement des spécificateurs, on verra lesquels, on va en utiliser quelques-uns, et précision du type de retour. Il n'est pas obligatoire, surtout par exemple quand on n'a pas de retour en fait, mais c'est toujours mieux de l'indiquer. C'est vrai que moi, dans tous les cours, je préfère généralement que la syntaxe soit explicite, comme ça évite toute ambiguïté, surtout quand on a l'habitude d'utiliser plusieurs langages de programmation différents. Et après, évidemment, vous avez les accolades classiques, et on terminera bien sûr par un point-virgule. L'expression anonyme que nous allons définir est une fonction avec une portée locale. Ça change un peu des fonctions que nous faisions jusqu'à présent, qui avaient elles une portée globale, qu'on peut en fait appeler un petit peu de partout. Là, elle va avoir vraiment une portée locale, et vous allez voir l'importance que ça va avoir, notamment concernant cette classe de capture par la suite. Si je veux écrire ça au plus simple, si on reprend un petit peu comme la fonction de tout à l'heure qui faisait un simple hello world, au plus simple, puisqu'on n'a pas finalement de paramètres, pas de spécificateur, void hello world et le petit point virgule ici. Hop. Là on pourrait s'attendre évidemment à un affichage, mais ce n'est pas le cas puisque la fonction en fait est juste écrite, hein, d'accord, l'expression, et on va la mémoriser quelque part, il faut qu'on puisse en fait l'appeler, hein. Donc au plus simple pour ça, vous allez l'affecter à une variable qu'on va déclarer auto. Voilà, l'affecter directement. Alors j'utilise le égal, on pourrait encore une fois passer avec les accolades comme d'habitude, mais ça va être plus lisible comme ça. Et après, vous appelez votre fonction comme on l'a vu tout à l'heure. Et là évidemment la différence va se voir, parce que cette fois-ci nous aurons bien l'affichage du Hello World. Voilà, donc tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez appris dans cette séance sur les fonctions, avec les paramètres, les retours, etc., va fonctionner de la même manière. Si vous voulez avoir un type de retour, il faudra l'indiquer là. Si vous voulez passer des paramètres, passage par valeur, passage par référence, avec tout ce qu'on a dit et abordé tout à l'heure, vous pourrez le faire ensuite dans le corps de cette fonction. Alors moi, bon, généralement, quand il y a des fonctions comme ça, j'ai un peu de mal. Je préfère toujours, j'aime bien quand mon code est aéré. Donc j'ai souvent l'habitude d'avoir le code présenté comme ça. Et bien sûr, comprenez bien que ça n'a pas d'incidence, hein, vous pouvez l'utiliser tel quel, ça fonctionnera très bien aussi, à vous de voir. Un peu comme on fait aussi en JavaScript quand on mélange dans des fonctions qui demandent une fonction de rappel en paramètres. Donc là je vais mettre ça comme ça, parce qu'on va pas avoir beaucoup de code ici. Donc toute cette partie finalement sur les paramètres ici, c'est comme tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, ça suit les mêmes règles, il n'y a pas de problème. Ce qui va nous intéresser en revanche, c'est cette zone de capture, parce que comme je vous l'ai dit, cette fonction, cette expression lambda va avoir une portée locale. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, alors je vais maintenant virer ça, si je fais la déclaration du nombre là, évidemment, si je tente de l'afficher, voilà, je vais l'afficher avant, on va faire après l'appel à la fonction. Alors, on va faire un petit intermédiaire quand même au niveau de l'affichage que vous voyez un peu, pour vous arriver à suivre. Vous voyez, 67, hello world 67, pas de problème, c'est normal, on n'a rien fait de particulier. Ici, je veux faire référence à ma variable n. Je veux en fait afficher celle-ci à nouveau, une troisième fois, donc au sein de mon expression lambda. Et vous voyez que nous allons avoir une erreur parce que ça nous indique que la variable n'a pas été capturée. Et c'est là qu'il va y avoir effectivement une différence au niveau de cette portée locale. Cette fonction, dans son contexte, a sa propre portée, elle n'a donc pas accès aux données depuis l'extérieur. Si vous avez besoin de transmettre des informations depuis l'extérieur, alors on peut passer par les paramètres de fonction, ça on l'a déjà vu, mais on peut aussi choisir des règles en fait de capture au niveau de notre expression. On va grosso modo avoir
4 syntaxes à retenir, d'accord? 4 moyens en fait de noter les choses et je vais vous montrer quelques petites différences par la suite. Si vous voulez passer la totalité des variables externes, d'accord, la portée ici, de manière en passage par valeur, hein, donc avec de la copie comme on l'a vu précédemment, vous pourrez utiliser le symbole égal. Et là effectivement, ça va changer la donne par rapport au résultat, puisque cette fois-ci nous affichons bien l'information, d'accord? On a effectué une copie. Par contre, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que si après coup, j'essaye de modifier n, donc cette fois-ci je le mets à 68, bon, j'aurais pu faire un n++, hein, vous allez observer ce genre d'erreur, le fait que la variable est accessible qu'en lecture seule. Par défaut, les informations que vous capturez dans une expression lambda sont accessibles en lecture seule. On ne peut pas les modifier, elles sont dites immuables. Si vous voulez rendre ces données muables, il va falloir ajouter la spécification de muabilité, et pour cela, c'est simplement, avant la flèche ici, hein, qui permet d'indiquer le type de retour, utiliser le terme mutable, qui va simplement indiquer que le champ, en tout cas les éléments capturés, seront cette fois-ci muables, et donc modifiables. Alors là, on va regarder un peu ce qui se passe. Normalement, si vous avez bien suivi jusqu'à présent, vous attendez un petit peu au résultat qu'on va avoir. Et on remarque ici, alors non pas ça, on s'en fiche, mais on remarque que l'information n'a pas été modifiée. Pourquoi? C'est très simple, hein, parce que c'est une capture par copie. D'accord? Si vous voulez capturer l'ensemble des informations par référence, vous utilisez le fameux e-commercial à nouveau. Donc encore une fois, dans la classe de capture, dans cette partie-là. Et là, bien sûr, si je recompile, cette fois-ci, comme nous avons l'information qui a été capturée par référence, ça suit les mêmes règles que nous avons vu tout à l'heure, et le changement de valeur de n fonctionne bien pour la valeur qui est en dehors de notre expression lambda. Pas de problème. Voilà, on a ces possibilités-là. Alors on n'est pas obligé de capturer absolument tout comme référence ou tout par valeur, donc par copie. On peut mélanger un peu des deux. Par exemple, si je crée une node donnée, comme ceci, bon là, effectivement, si je fais... Alors je ne vais pas forcément chercher à le modifier, on va chercher à l'afficher, alors je vais mettre à la ligne, hein, parce qu'on va avoir un petit peu plus de code là exceptionnellement, ce sera plus lisible, voilà. Est-ce que je l'affiche avant? Non, on va l'afficher comme ça sera très bien. Ok, bon, on peut éventuellement modifier, hein. Voilà ce que nous avons. Alors d'ailleurs, j'aurais pu ici... Enfin, mettre les deux. Ah, bien joué, bien joué. Et là, bien, tac. Que vous puissiez voir la différence. Voilà. Donc le 67. Pourquoi il m'a mis 67 ? Ah, j'avais pas enregistré le code, très bien. Tout va bien. On va pas aller trop vite. Voilà. 67, 34, c'est les valeurs de départ. On passe à notre expression lambda. On voit que n, on lui ajoute 3. On en retire 4 à m. C'est bien ce qui se passe. Et à la fin, décidément... Arrivé, hein. Voilà. Et on a bien les changements qui ont été opérés, ce que je rappelle qu'on a fait une capture par référence, il n'y a pas de problème. Effectivement, si je faisais à nouveau une capture par copie, on comprend bien ce qui va se passer. Automatiquement, on va modifier les copies dans l'expression lambda, dans la fonction donc ici qui a une portée locale. Ça ne va pas modifier ce qui est à l'extérieur, donc pas de modification qui sera visible à la suite. On peut choisir d'avoir une ou l'autre. Par exemple, si je m'amuse, alors là, je vais laisser cette spécification. Je peux indiquer que n, je le passe par référence, d'accord, et m, je le passe tel quel, par copie. Donc vous indiquez en fait la valeur directement. Donc si je résume, hein, pour faire ça, parce qu'on a 4 syntaxes finalement, si vous indiquez votre variable directement, d'accord, c'est un passage par copie. Si vous indiquez précédé de l'hyperduet, passage par référence, classique, d'accord. Et quand vous voulez indiquer à tous les éléments, si vous indiquez le égal, c'est tout est passé par copie. Et le e-commercial tout seul, tout est passé par référence. Et on peut bien sûr cumuler chacun.
pouvez par exemple dire je passe tout par référence, sauf une variable en particulier que je passe par copie. On peut faire ça comme ça. Ou, vous voyez, à la fois précéder tous les éléments comme ça. Donc là, je peux faire ça. Voilà, automatiquement, on va voir que les changements ne passent pas. J'ai oublié un élément. Oui. J'ai oublié une petite virgule. Voilà. Et effectivement, on voit qu'il y a le M qui n'a pas changé puisqu'il a été passé par copie. Là où le N a bien été modifié puisqu'on avait un passage par référence. Alors ça reviendrait puisque comme nous n'avons que ces deux variables, hein, dans ce cas précis, on pourrait dire voilà, tu me passes tout par référence. Par contre, M, tu le passes par copie. Et on peut faire ça comme ça. Ou à l'inverse, on peut... Bon, ça change rien, de toute façon, on peut faire dans d'autres sens comme ça. Mais généralement, on met la partie, on va dire, globale au début. Par exemple, bah, tu me passes tout par copie, mais sauf N que tu passes par référence. Et là, pareil, c'est l'inverse, en fait. Hein, c'est les règles de capture inversées, mais on obtient le même résultat que tout à l'heure. Voilà, donc 4 petites syntaxes comme ça à connaître, en tout cas à savoir, à retrouver, pour pouvoir, en fait, choisir un peu le mode de capture. Pareil, petite parenthèse aussi, même si on n'a pas encore vu cette notion, les exceptions, mais on en parlera plus tard. Si vous voulez aussi indiquer que votre expression lambda ne provoque pas, en fait, ne peut pas déclencher d'exception, vous pouvez l'indiquer via une spécification également. Alors après celle-ci, et vous mettez un no except. Alors, par contre, oui, j'ai l'éditeur, mon thème qui ne le colore pas, mais on s'en fiche, peu importe. Donc bien après, hein, pas avant, l'ordre est important. Et comme ça, vous pouvez indiquer voilà, qu'il n'y a pas d'exception qui puisse être déclenchée par le code. En tout cas, il faut vous en assurer, bien évidemment. Donc quand on abordera les exceptions, vous saurez à quoi cela fait référence pour le coup. Et on réabordera ça en détail plus tard. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais sur cette partie. Donc ça, bien pratique, il faut vous habituer. Il faudrait beaucoup plus d'exemples hein, pour vraiment comprendre toutes les spécificités, les manières de capturer ici les données. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous créer pas mal de variables ici. Vous pouvez tester un petit peu leurs valeurs. Vous faites votre expression lambda, vous faites tout un tas de manipulations dedans en changeant les modes de capture, en changeant les spécifications qui sont indiquées ici. Vous pouvez pareil, hein, passer des choses directement dans les paramètres de l'expression, changer le type de retour si vous voulez faire retourner un résultat. Et du coup, ça va forcément s'affecter là, comme un appel de fonction classique hein, avec un retour éventuel. Et puis pourquoi pas vérifier des valeurs en sortie après. Comme ça vous fera largement de quoi vous exercer, vous habituer à ce type de syntaxe qui peut être un peu déroutant, justement comme je disais, quand on a des parenthèses, des crochets qui se mélangent, des flèches, ça mélange un peu beaucoup d'opérateurs et ça peut être déroutant au début. Bien vous familiariser avec ça et ça se passera très bien par la suite, vous serez un peu plus habitué à cela et ça deviendra plus naturel d'écrire ce genre de code. Dans tous les cas, s'il y a des questions, bien évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à les poser. Entraînez-vous, il y aura de toute façon des exercices pour réviser un petit peu toutes ces notions-là et pour les employer. Mais n'attendez pas forcément d'exercices où vous n'êtes pas forcément obligé d'aller chercher des exercices corrigés sur Internet. Vous pouvez aussi déjà vous exercer de votre côté à travailler ces différentes syntaxes avec plein d'exemples de code que vous pouvez écrire ou des petits programmes et ça fera déjà très bien l'affaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, bon codage à tous et à bientôt.